Un génocide, tout simplement. Depuis octobre 2023, la bande de Gaza et ses habitants vivent sous un déluge de feu imposé par Israël. Et alors que le massacre se poursuit jour après jour, on compte déjà des dizaines, voire des centaines de milliers de civils tués par Israël, des quartiers entièrement rasés, la faim utilisée comme arme de guerre. Ce que subit la population palestinienne ne peut plus être décrit autrement que comme un génocide. Malgré les alertes des ONG, les rapports accablants d'experts de l'ONU, les vidéos et témoignages qui affluent au quotidien, l'impunité d'Israël reste intacte, protégée par de puissants soutiens américains et européens, adeptes du soutien inconditionnel, et un récit dominant qui tend à criminaliser toute critique. C'est cette hypocrisie internationale, entre autres, que Pascal Boniface met en évidence dans son nouvel ouvrage « Permis de tuer ». À travers une analyse rigoureuse, il expose les deux poids, deux mesures qui gangrènent les médias, les politiques et le droit international et rappelle que nommer l'injustice est un acte de résistance. C'est de cela qu'il sera question dans cet entretien d'actualité, oser dire ce que beaucoup refusent encore de voir. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus, géopolitologue, directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous publiez donc Permis de tuer, avec en sous-titre Gaza, génocide, négationnisme et Hasbara, un livre qui se lit assez facilement, bien que le sujet soit difficilement soutenable. Vous l'avez voulu comme une mémoire aussi des événements des derniers mois depuis octobre 2023. Oui, c'est un peu une réflexion sur le deux poids, deux mesures que vous avez cité sur ce conflit par rapport à d'autres. Alors certains disent qu'on s'occupe surtout de ce conflit et pas des autres, on ne s'occupe pas du Soudan, mais si on s'en occupe, par contre, on voit une très grande différence entre la façon dont le principal conflit dans la région occidentale où l'Ukraine est traitée et celui-ci. Et donc effectivement, il y a une invisibilisation des souffrances des Palestiniens, on en parle très peu ou très mal souvent, et en fait la situation s'aggrave chaque jour. Et il y a des protestations qui sont purement verbales. Et donc, il y a effectivement une faille médiatique et une faille politique, puisque rien ne s'oppose à la marche en avant de Netanyahou qui, pour rester au pouvoir, uniquement pour rester au pouvoir, maintient une guerre, poursuit une guerre, développe une guerre qui non seulement met en danger la vie des otages qu'il dit vouloir libérer, mais surtout tue directement chaque jour des dizaines de Palestiniens. C'était important pour vous de mettre en évidence, d'employer clairement ce terme de génocide. On sait qu'il est soigneusement évité par les médias et les commentateurs. J'ai moi-même longtemps évité à l'employer, mais il faut rappeler deux choses. La première, c'est que la Convention de 1948 sur l'interdiction du génocide est également une convention de prévention. Donc s'il y a un risque de génocide, il faut intervenir, il faut agir. La Cour internationale de justice a demandé à Israël certaines mesures pour éviter un génocide, il y a maintenant plus d'un an, qu'Israël n'a pas suivi. Et de nombreuses ONG, dont Amnesty International, ont dit que parmi les éléments constitutifs du génocide, tout s'était mis en œuvre, les déclarations des dirigeants israéliens, la volonté d'affamer la population, de ne pas lui donner accès à l'alimentation et les bombardements sans cesse de civils. Alors donc, effectivement, on ne peut pas nier le risque génocidaire et je crains que, malheureusement, le constat du génocide intervienne, soit une fois qu'il sera intervenu, il sera trop tard pour agir. D'où l'importance d'agir avant qu'il ne soit trop tard, même s'il est déjà bien tard, par rapport à l'ensemble des souffrances infligées aux Palestiniens, civils pour la plupart. Le fait que ce terme de génocide peine à rentrer dans le débat public et le débat médiatique est aussi l'illustration de ce soutien qui a été absolument, qui a été total en fait depuis le 7 octobre 2023. Alors, il faut reconnaître qu'on ne peut pas utiliser le terme de génocide à tout venant et que dès qu'il y a un massacre, on ne peut pas... Le génocide, c'est la destruction d'un peuple et la volonté de destruction d'un peuple. Donc on ne peut pas dire que quand il y a un crime de guerre, c'est un génocide. Il faut éviter l'inflation des mots. Mais là, une fois encore, le risque génocidaire est bien établi et je pense que... Alors bien sûr, les partisans d'Israël disent on ne peut pas utiliser génocide parce que le génocide, c'est réservé à la Shoah. Vous avez eu même des gens qui ont déclaré que les Palestiniens étaient jaloux
du génocide juif. C'est pour ça qu'il réclamait d'avoir le génocide. Il y a eu quand même des déclarations qui s'apparentait à l'apologie de crimes de guerre. On condamne très fortement l'apologie du terrorisme, tant mieux, mais on condamne nettement moins l'apologie de crimes de guerre qui est trop fréquent dans nos médias. Et donc, effectivement, il y a à tout le moins un risque génocidaire. Une fois encore, je crains qu'il soit trop tard pour éviter parce que des choses se préparent et rien ne semble arrêter Netanyahou. Pour l'instant, les diplomaties occidentales qui sont ses alliés, qui ont des accords économiques, culturels, politiques avec lui, disent non, c'est pas bien de faire ça, c'est inacceptable, mais en fait, ils l'acceptent en réalité. Alors, dans l'actualité récente de ce génocide, donc ponctué d'un nettoyage ethnique assez assumé, Israël a annoncé le 4 mai dernier un plan qui prévoit la conquête de la bande de Gaza et la promotion de, je cite, le départ volontaire des Gazaouis. C'est un peu la suite logique de ce que vous écrivez dans ce livre, hein, parce que vous rappelez des propos assez clairs venant de tous les hauts dirigeants du gouvernement israélien qui n'ont jamais vraiment caché leur objectif derrière ce massacre. Oui, dès le départ, il y a des déclarations qui déshumanisent les Palestiniens, qui sont comparés à des animaux. Dès le départ, des dirigeants israéliens qu'il fera que rien n'entre dans Gaza, donc complètement exterminer cette population. Et le blocus a eu lieu. Et là, ça fait 2 mois que plus rien n'entre dans Gaza. Et les Israéliens disent que les Gazaouis ont suffisamment de stock pour vivre, ce que démentent toutes les ONG et toutes les institutions encore présentes à Gaza. Donc c'est clair et net, effectivement. Et puis, il y a effectivement ce plan qui a été mis en route. Alors, s'il s'accompagne d'une campagne terrestre, le nombre de morts va exploser de façon exponentielle. C'est un peu la mise en œuvre du plan de Trump. Trump voulait faire de Gaza une riviera, mais avant de faire la riviera, il faut se débarrasser de ceux qui habitent dessus. C'est un nettoyage ethnique massif. Et là, on voit que rien ne se passe. Et quand l'agence israélienne parle d'un départ volontaire, en quoi c'est volontaire? Quand vous êtes bombardé tous les jours, qu'il n'y a plus d'accès à la nourriture, à l'eau, à l'hygiène, aux soins, ben oui, vous pouvez peut-être penser que partir est préférable à mourir. Mais c'est tout sauf volontaire. Et juridiquement, ce n'est en rien volontaire. Politiquement, ce n'est rien volontaire. Une fois encore, on assiste à la bataille des mots pour cacher une réalité. D'autant plus qu'il y a ce blocage de l'aide humanitaire qui confine au cynisme de l'État d'Israël, mais aussi parfois de militants sionistes qui individuellement vont empêcher physiquement l'aide humanitaire de passer. On est passé vraiment dans une autre dimension. Oui, il y a vraiment un rejet de l'autre. On a vu effectivement des militants, de l'ultra-droite qui voulaient empêcher l'aide humanitaire de passer. Mais ça encore, le gouvernement peut la faire passer. Il peut y avoir des manifestations. Mais on voit que là, c'est organisé par le gouvernement. Depuis plus de 2 mois, rien n'est entré dans Gaza. Pas le moindre ravitaillement. Tous les stocks sont à plat. Il n'y a plus rien. Il y a eu déjà des nourrissons qui sont morts faute de soins et peut-être faute d'alimentation. Il y a non seulement les morts directs des bombardements, qui sont déjà à plus de 52 000. Et contrairement à ce qu'ont dit certains sur les plateaux, il ne faut pas diviser par 5 ou 10 les chiffres du Hamas, comme l'avait dit Caroline Fourest. Il faut plutôt les augmenter, parce que, outre les morts directs des bombardements, il y a ceux qui meurent faute de soins après leurs blessures, faute d'alimentation. Des hôpitaux étant ciblés. Ciblés, effectivement, en disant qu'ils sont des caches à terroristes sans que jamais la moindre preuve soit apportée à cette assertion. Et puis, les gens qui ont simplement une maladie, comme tout le monde peut en avoir, mais comme ils n'ont plus accès aux soins, ils meurent plus vite de leur maladie. Donc, je pense qu'au final, le nombre de morts, et puis il y a tous ceux qui sont sous les décombres, qu'on n'a pas encore retrouvés. Donc, le nombre de morts, The Lancet, qui n'est pas une revue gauchiste, qui est une revue scientifique britannique, avait, il y a déjà 1 an, évalué le nombre de morts à 180 000, alors que le chiffre officiel du ministère de la Santé détenu par le Hamas n'était à l'époque que de 40 000. Donc on peut penser que le chiffre a malheureusement encore augmenté dans la réalité. Vous évoquez donc, on le disait dans ce livre, ce 2 poids 2 mesures. C'est devenu assez flagrant aujourd'hui que ce qui est inacceptable ailleurs, on pense par exemple avec la Russie ou à l'Iran, ce qui est inacceptable avec ces pays-là est devenu quasiment tolérable avec Israël. Oui, alors on proteste, mais on ne fait rien. Donc en fait, quand la Russie bombarde des civils, quand la Russie envahit l'Ukraine, on proteste et on prend des décisions.
on prend des sanctions contre la Russie. Et la Russie, effectivement, lorsqu'elle bombarde une habitation, des bâtiments civils ukrainiens, ça fait la une des journaux télévisés, on en parle tout de suite, et on prend des sanctions supplémentaires. Lorsqu'Israël le fait, ça fait rarement la une des journaux télévisés, et pourtant c'est quotidien. Alors ça devient tellement banal qu'on n'en parle plus, et il n'y a pas eu la moindre sanction, même la moindre pression réelle qui a été faite par Israël. Alors on dit que depuis que Trump est au pouvoir, bien sûr, c'est un véritable blanc-seing que Netanyahou a obtenu, mais du temps de Biden, c'était guère différent. Et Biden envoyait d'un côté de l'aide humanitaire tout en envoyant des armes, protestait contre les bombardements tout en envoyant des armes, ce qui est à tout le moins parfaitement contradictoire. C'est pour ça que des fois dans le débat, on parle des soutiens d'Israël dans le débat public comme étant des génocidaires. Non, ils n'ont pas du sang sur les mains. Ils ne participent pas aux crimes de guerre. Mais ils sont dans la négation de ce qui se passe là-bas. C'est pour ça que j'emploie le terme de négationnisme. Alors, il y a dans votre livre un chapitre entier consacré au biais médiatique. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que vous démontez à la fois le mythe antisémite des médias qui seraient détenus par les Juifs et expliquez, je vous cite, s'il y a un traitement favorable à Israël, c'est un point de vue occidental à l'actualité qui place Israël au cœur d'une bataille de civilisation. C'est surtout cela, Pascal Boniface, qui explique l'absence de remise en question de la part de nos grands médias. Vous avez entendu comme moi dans le débat public des gens qui disent c'est les Juifs qui tiennent les médias. Non. Je veux dire, il y avait un milliardaire juif qui avait des médias, c'était Patrick Drahi, il les a vendus. Et la ligne de BFM n'a pas beaucoup changé depuis que c'est Rodolphe Saadé qui l'a acheté. Non, il y a un biais qui est un biais civilisationnel. C'est que les médias sont détenus effectivement par des milliardaires qui se sentent complètement occidentaux et qui estiment qu'Israël est un peu la pointe avancée du combat pour l'Occident au Proche-Orient, du combat contre l'islamisme qui est souvent confondu avec l'islam. Il y a ce biais médiatique en faveur d'Israël est un mélange de culpabilité par rapport à la Shoah, mais aussi d'une hostilité à l'islam et puis aussi des mémoires de la guerre d'Algérie qui ne sont pas passées pour tout le monde. Tout ceci fait qu'il y a effectivement un traitement qui est favorable à Israël et qui n'est pas le fait des Juifs, puisque vous avez des intellectuels juifs, des orateurs juifs qui sont les premiers à protester contre ce que Israël fait en leur fait, et eux sont interdits d'antenne. Généralement, Ronnie Brown l'a plutôt raconté, vous avez de nombreux intellectuels juifs, comme ils ont des valeurs universalistes et qu'ils condamnent les massacres de civils à Gaza, en fait, n'ont pas accès, ou très peu, aux médias centraux. C'est d'ailleurs aussi votre cas, et quasiment à chaque fois que vous vous exprimez à travers un livre ou une sortie sur la Palestine, vous êtes la cible de plusieurs attaques. Sur Radio J, par exemple, média qui ne cache pas son tropisme pour le sionisme ou la politique de Benjamin Netanyahou, l'animateur Frédéric Aziza et l'avocat Francis Piner vous ciblent directement dans cette séquence. Pascal Boniface, il repart en croisade dans ce qu'il qualifie dans son nouveau livre Permis de tuer, le deux poids deux mesures. Je le cite, parmi les causes de l'antisémitisme, et donc il parle de ce qui se passe dans la France d'aujourd'hui. Il y en a une extrêmement puissante, sans doute la plus motrice, c'est le sentiment d'un deux poids deux mesures dans la lutte contre les différentes formes de racisme. Et il ajoute, la culpabilité à la guerre de la Shoah fait de la lutte contre l'antisémitisme une priorité absolue. C'est gênant quand cela vient à créer une hiérarchie dans la lutte contre le racisme, en estimant qu'il y a des racismes qui méritent plus d'attention, plus d'efforts, plus de moyens que d'autres. Cela crée un sentiment qu'à la table de la République, tout le monde n'est pas assis à la même place et qu'il y a des enfants plus choyés que d'autres. Et moi, j'étais président de la commission juridique de la LICRA. Ouais. Je n'ai jamais fait de hiérarchie face au racisme et aux discriminations. Mais si M. Boniface suivait l'actualité, aujourd'hui, ceux que l'on tue parce qu'ils sont juifs, ce sont les juifs. Alors, votre réaction, Pascal Boniface ? Alors, c'est remarquable comme manipulation de l'information, parce que vous entendez ce que dit Aziza, il cite mon livre, mais il trompe la citation pour me prendre en défaut, puisque je dis que du fait de la mémoire de la Shoah, la lutte contre l'antisémitisme est une priorité qui est louable et justifiée.
Ça, il tronque cette situation. Et je dis, mais qu'il faut aussi lutter contre l'islamophobie. Donc, vous voyez, il déforme mes propos pour pouvoir s'en indigner. Ça fait 25 ans qu'Aziza, depuis 2001, Aziza me poursuit. Je ne sais pas s'il le fait par conviction ou bénévolement ou autre. Bien sûr, il n'accepte jamais un débat contradictoire. Évidemment. Mais parce que je pense qu'il n'a pas les moyens de terminer, il préfère. En fait, il se prétend journaliste, il ne respecte aucune règle de la déontologie du journalisme. Il ment, il déforme les propos pour porter des accusations et pour entretenir un climat de haine et faire peur à la communauté juive en présentant comme antisémite tout critique de la politique de Netanyahou. Et donc, effectivement, enfin, son œuvre est bien connue. Moi, je m'étonne qu'il y ait encore des gens qui acceptent de venir à son micro quand on sait la manipulation de l'information qu'il fait en quotidien régulièrement et surtout les tonnes de haine qu'il suscite, une fois encore, en déformant les propos. Je le défie, une fois de plus, à faire un débat contradictoire avec moi. Je vous dis qu'il ne le fera jamais, parce qu'effectivement, à armes égales, c'est beaucoup moins facile pour lui. Mais mentir seul dans son coin, c'est beaucoup plus facile. Et en fait, il n'a pas une si grande audience que cela. Il n'y a pas tant de monde que cela qui écoute ces médias, mais on va toujours, il a été condamné pour agression sexuelle, il a toujours son micro, et même des femmes qui se disent féministes acceptent d'être ses invités. Alors, en dehors des officines sionistes comme Radio J ou I24 News, vous critiquez aussi la manipulation de l'information par certains médias occidentaux, donc qui n'ont pas forcément de lien direct avec l'État d'Israël, ou leur tentative, en fait, d'amoindrir les souffrances des Palestiniens. Vous citez l'exemple d'une séquence dans l'émission 24 heures Pujadas que je vous propose de regarder. Il y a les images avancées par, entre guillemets, le camp israélien. Celle de ces étals, celle de ces marchés, souvent qui paraissent achalandés dans certaines villes de Gaza et qui contredisent évidemment l'idée d'une famine, c'est-à-dire oui, on trouve encore à s'alimenter, pas seulement par l'aide humanitaire, mais en faisant son marché, en allant dans les magasins. Vous, là aussi, vous avez mené l'enquête, Quentin. Oui, 2 séquences. La première, la voici. Elle a été diffusée il y a tout juste 2 semaines par l'agence de presse palestinienne Sanad et reprise par le compte X de Kogat. C'est l'organe humanitaire du ministère israélien de la Défense. On y voit un marché dans la ville de Rafah avec des étals, vous le voyez, plutôt bien fournis en fruits et légumes, en épices, en boîtes de conserve. Cela paraît assez éloigné des alertes de famine décrites par les organisations internationales et notamment l'ONU. Alors, Pascal Boniface, en quoi ce genre de séquences récurrentes, malheureusement, dans certains médias, sont extrêmement problématiques ? Là, quand même. Et d'ailleurs, je tiens c'est Samuel Gontier de Télérama qui avait attiré mon attention sur cette séquence. Et Samuel Gontier dit avec humour, mais c'est tragique, que si on écoutait Pujadas, il y a un risque d'obésité pour les Palestiniens de Gaza parce qu'ils montrent des étals qui sont pleins, plus rien n'arrive, les photos ne sont pas datées, donc effectivement, on serait cru au marché d'Aligre où c'est table ouverte. Donc c'est quand même, là, je ne sais pas si ça manque à tout le moins de rigueur, mais c'est plus qu'à tout le moins, ça manque de rigueur. Et donc, on est quand même là, soit c'est une faute professionnelle, soit c'est une manipulation. Mais effectivement, on ne peut pas dire que les Gazaouis ont à leur disposition des tonnes de nourriture et que c'est vraiment la foire d'abondance à Gaza. Donc, on voit bien effectivement la volonté de contrer la narration de la réalité. La récurrence sur les plateaux aussi de supposés experts ou en fait des tautologues clairement biaisés, parfois de la clique du printemps républicain, vous en citez quelques-uns dans le livre, leur présence et le fait qu'ils défendent parfois de manière compulsive l'État d'Israël est problématique aussi. Oui, dans la plupart des médias, quand les gens viennent défendre mordicus Israël en disant il faut finir le boulot, il faut éradiquer le terrorisme, ils sont reçus avec respect, on ne les contredit pas, on les écoute avec beaucoup d'attention. Si quelqu'un vient pour critiquer Israël, eh bien les chiens de meute se lancer contre lui, il est critiqué, il est bousculé. Très rapidement, on lui demande s'il ne surfe pas avec l'antisémitisme. On voit bien ce 2 poids 2 mesures dans
pas dans tous les médias, mais dans la plupart des médias, il y a un biais quand même. Il y a un biais de prendre le narratif israélien pour solide, structuré et admissible, et celui qui n'est pas le narratif israélien pour étant finalement jouant avec les marges, surfant sur le antisémisme, mettant en danger le vouloir vivre ensemble en France. C'est malheureusement la plupart du cas vrai, et on voit bien ce biais. Et puis il y a des gens en fait qui sont invités pour parler, mais alors il n'y a pas que sur ce sujet-là, qui sont invités pour parler de sujets qu'ils ne maîtrisent évidemment pas. Ils n'ont pas de connaissances juridiques, pas de connaissances géopolitiques. Ils doivent donner un avis tant qu'ils peuvent dire qu'au nom de la morale, Israël a raison de bombarder les civils, parce que parfois on a entendu que c'était rendre service aux Palestiniens que de les bombarder parce que ça allait les débarrasser du Hamas, ce qu'ils voulaient. Vous analysez aussi le positionnement de la classe politique. L'extrême droite, par exemple, qui s'érige en défenseur des Juifs de France aujourd'hui, au point de se voir dérouler le tapis par Benyamin Netanyahou en Israël. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'ils ont un ennemi commun qui sont les Arabes et les musulmans. C'est vraiment un programme commun sur lequel Israël fait le boulot. C'est pas nouveau. Après la guerre des 6 jours en 1967, Minute, qui était le journal de l'extrême droite ouvertement antisémite, avait célébré la victoire d'Israël en disant « c'est bien, les Arabes ne comprennent que la trique et le coup de pied au cul ». Voilà. Donc, il y a une filiation. Maintenant, le RN ne se veut plus antisémite. Il essaye de s'acheter une conduite. Mais effectivement, vous avez raison. Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen ont été reçus en majesté à Tel Aviv pour un débat sur l'antisémitisme. Par contre, les députés de gauche qui veulent venir pour faire des missions de coopération avec les Palestiniens, ça fait déjà 2 missions il y a en 10 jours qui ont été refoulées, qui n'ont pas été acceptées. Les visas ont été supprimés avant qu'ils ne prennent l'avion. Et donc Israël, qui se dit un pays ami de la France, choisit d'accepter ou non. Imaginer que la France fasse la même chose, ça serait forcément un tollé. Donc il y a vraiment, là, on voit bien que l'extrême droite est très pro-israélienne parce qu'il y a le danger qu'Israël fait le boulot de lutte contre l'islamisme, en fait contre l'islam, parce qu'il y a souvent un mélange des notions. Quant au reste de l'échiquier politique, il a beaucoup bougé en 25 ans en faveur d'Israël. Et ce qui est assez curieux, c'est que Sharon, pour critiquable qu'il soit, et moi j'avais critiqué en 2001, d'où les débuts de mes malheurs, en disant qu'on ne pouvait pas se dire de gauche et soutenir Sharon et la répression qu'il faisait des Palestiniens. Ça me paraissait contradictoire. On ne peut pas accepter des déclarations racistes et se dire de gauche. Mais je dois admettre que, quelle que soit la dureté, la brutalité de Sharon, c'était de la petite bière par rapport à ce que fait Netanyahou aujourd'hui. Et néanmoins, il y a encore plus de gens aujourd'hui, la proportion des parlementaires français qui défendent de façon inconditionnelle Israël est supérieure à ce qu'elle était il y a 25 ans, alors que le comportement d'Israël à l'égard des Palestiniens est beaucoup plus critiquable qu'il était il y a 25 ans. Les élus autour de Macron sont quand même majoritairement, inconditionnellement supporters d'Israël. Le PS est très divisé. Il commence peut-être par opportunisme à changer le discours. On a entendu Emmanuel Macron qui parle d'une potentielle reconnaissance de l'État de Palestine. Oui, alors lui, il est président de la République, donc il doit tenir compte quand même de certains impératifs, mais ses troupes ne le suivent pas. Et ses troupes sont nettement plus pro-israéliennes que lui. Et même par rapport au président de la République, il dit qu'on peut éventuellement reconnaître la Palestine, mais cela aurait dû être fait depuis longtemps. Depuis d'autres présidents, Hollande l'avait promis dans sa campagne de 2012. Il l'a violé dès le départ et Macron aurait pu le faire dès 2017. L'Espagne l'a fait, l'Irlande l'a fait et on voit que d'ailleurs sur le terrain diplomatique, l'Espagne est en train de prendre le rôle du pays occidental qui défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui était le rôle tenu par la France auparavant, qui valait à la France un prestige diplomatique qui existe beaucoup moins maintenant. Alors, votre livre est d'une brûlante actualité puisque vous consacrez un chapitre à l'antisémitisme, un autre sur l'islamophobie. Alors, sur le premier, l'antisémitisme, vous dites que l'antisémitisme est à la fois une réalité incontestable et instrumentalisée. En fait, l'accusation d'antisémitisme est alors utilisée pour disqualifier toute critique du gouvernement. Il ne faut pas nier l'antisémitisme. L'antisémitisme existe, il n'a pas été éradiqué. Il existe, effectivement. Il y a des juifs qui ont peur. On peut être tué parce qu'on est juif. C'est une réalité.
il faut la reconnaître. Mais en même temps, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, on veut faire taire toute critique du gouvernement israélien. Il y avait une proposition de loi qui viendrait mélanger, joindre antisionisme, antisémitisme, alors que c'est historiquement et politiquement deux notions tout à fait différentes. Et on voit comment cette arme, disons que comme il y a un consensus assez large, l'antisémitisme qui avait pignon sur rue auparavant, quelqu'un qui aurait des propos antisémites serait exclu du jeu médiatique, du jeu politique. Bon. Donc il y a quand même un assez large consensus pour combattre l'antisémitisme. Ceci est instrumentalisé pour sanctuariser Israël et le gouvernement d'extrême droite. Israël, qui est un gouvernement ouvertement fasciste, disons-le. Et par contre, il y a effectivement une négation de l'islamophobie, puisque même le terme est jugé par certains inutilisable, avec cet argument qui est historiquement faux, qui a été démonté 1000 fois, mais qui est repris 1200 fois, sur le fait que cette notion, ce concept d'islamophobie, aurait été inventé par les mollahs iraniens pour empêcher toute critique de la religion, alors que, sans avoir fait de longues études, on sait que c'est un concept qui a été inventé par des sociologues français au début du XXe siècle. Néanmoins, vous trouvez encore des gens qui, même lorsque, au moins reconnaissons au Premier ministre François Bayrou, le fait d'avoir eu le courage, la lucidité de dire les choses telles qu'elles sont, quand on assassine quelqu'un qui prie dans une mosquée en disant « ton Dieu de merde », on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'islamophobie. Et quand on attaque des femmes qui portent un voile dans la rue, parfois en les insultant, souvent en les agressant physiquement, on ne peut pas dire que c'est pour empêcher toute critique de l'islam. C'est la haine de ceux qui montrent publiquement leur foi. Or, le fait d'avoir des signes religieux distinctifs dans l'espace public est tout à fait permis. C'est même la règle de la laïcité. Dominique de Villepin, qui n'est pas avare, lui non plus, de critiques envers Israël, a fait les frais de cette tentative de disqualification, notamment lors d'un passage que vous relevez dans le livre. C'était dans l'émission Quotidien on regarde. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France. Alors, Pascal Boniface, même les voix du gaullisme comme de Villepin se font accuser d'antisémitisme sur ce genre de passage. C'est qu'on a atteint un point de non-retour dans la banalisation de ce terme. Oui, surtout qu'en plus, on lui fait dire ce qu'il ne dit pas. Il dit les lois, les milieux de la finance, les milieux, et on dit les milieux juifs. On l'a accusé d'avoir mis en cause les juifs alors qu'ils n'utilisent pas le mot. Et donc, on voit bien que en fait, les antisémites sont ceux, dès qu'on parle de milieu financier, ils pensent à juifs. C'est ceux qui ont accusé Villepin d'antisémitisme qui le sont, puisqu'ils associent directement milieu de la finance et juifs, ce qui est quand même une pensée antisémite. Mais donc, on voit effectivement que, en fait, plus le comportement du gouvernement israélien est inacceptable, plus on fait flèche de tout bois et que on utilise encore avec plus grande énergie l'argument de l'antisémitisme, une fois encore pour faire taire. Rendons hommage à Dominique de Villepin, il ne se tait pas et il continue courageusement en prenant des coups, en étant insulté régulièrement, mais en même temps, disons que sa parole courageuse est lucide, parce qu'il le dit lui-même. Comme en 2003, on l'a accusé d'être anti-américain, mais il rendait service aux États-Unis en les mettant en garde contre cette catastrophe qui a été la guerre d'Irak. Là, il met en garde Israël comme un véritable ami doit faire. Quand vous êtes un ami, vous dites les choses franchement à votre ami. Vous ne lui dites pas « t'as raison, quoi que tu fasses ». Et donc, effectivement, les Palestiniens payent un lourd prix, mais Israël va payer un lourd prix à son action pour les générations futures qui seront tenues, enfin, qui vont devoir payer le prix de ce que fait leur actuel gouvernement, ce qui est très dommageable. Quel regard vous portez sur ce débat sur la gauche et l'antisémitisme, en référence aux événements de la manifestation du 1er mai, durant laquelle le député PS Jérôme Guedj a été visé par des insultes et des agressions. Ouais. Olivier Faure a parlé d'antisémitisme de gauche. Vous qui avez été membre du PS il y a longtemps, qu'en pensez-vous ? Alors, il y a certainement des gens qui sont de gauche, qui sont antisémites. Historiquement, d'ailleurs, il y a une filiation. L'antisémitisme est marqué à droite, mais il peut y avoir des gens qui sont antisémites et de gauche. Mais on arrive à confondre toutes les critiques, on englobe dans tout cela, une fois encore, tous ceux qui, à gauche, se veulent critiques du gouvernement israélien et de l'action du gouvernement israélien. Et même peut-être plus loin, c'est-à-dire que la critique politique de l'action politique en France
la critique envers des personnalités réputées ou vues comme juives n'est plus possible parce que l'accusation d'antisémitisme ressort systématiquement. Il faut critiquer les gens pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont. Exact. Donc effectivement, je pense que moi j'ai des désaccords avec Jérôme Gage, mais on n'a pas à l'insulter. Et on peut même derrière le terme sioniste, ça veut dire quoi sioniste? Il y a des sionistes qui sont pour le droit des Palestiniens à avoir un État. C'est-à-dire que le fait, les mots n'ont plus tellement de sens. C'est-à-dire qu'on peut être sioniste et être contre les massacres des Palestiniens, comme on peut être sioniste pour les massacres des Palestiniens. Donc utiliser le terme sioniste pour désigner quelqu'un et dire qu'il serait automatiquement favorable à l'élimination des Palestiniens n'a pas de sens. Donc en fait, Jérôme Gage, on peut être en désaccord. Effectivement, lui-même critique beaucoup ceux qui critiquent Israël, mais il veut venir à la manif, qu'on laisse aller à la manif, et il ne faut pas insulter les gens, il faut débattre avec eux. Et le terme sioniste a été, je veux dire, on ne peut pas utiliser ce terme pour désigner tous ceux qui sont, à la limite, moi je suis sioniste, puisque je suis pour le droit à l'existence de l'État d'Israël. Donc en fait, vous voyez, il faut utiliser les mots à bon escient. Et donc, il y a effectivement, sioniste, ça va d'Abraham Burg, d'Eli Barnavi, des gens qui sont très favorables, qui se sentent israéliens, qui sont tout à fait attachés à l'État d'Israël, mais qui justement, leur attachement à l'État d'Israël leur dit qu'il ne faut pas qu'Israël commette l'irréparable, qu'il ne faut pas qu'Israël commette les choses qu'il fait actuellement. Et puis, il y a des gens qui, au nom de leur sionisme, veulent éliminer les Palestiniens, veulent les chasser. Donc, vous voyez, il y a quand même il y a ce qu'on appelle le sionisme de la ligne verte, c'est-à-dire ceux qui sont pour l'existence de l'État d'Israël dans les frontières de 1967. Que vous inspirent les tentatives du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de dissoudre des organisations qui soutiennent la Palestine comme Urgence Palestine? On sait que la procédure a été lancée. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça fait beaucoup, les déclarations sur le voile et puis cela, ça fait quand même un bloc où il y a quand même des choix qui sont faits. Et on ne peut pas... Enfin, il y a quand même un... Bon, en fait, c'est vrai qu'on a voulu criminaliser le soutien à la cause palestinienne en l'assimilant nécessairement au Hamas. Moi, je suis contre le Hamas, je me suis toujours exprimé contre le Hamas. Je tiens le Hamas pour responsable d'avoir participé à l'échec des accords d'Oslo avec ceux qui ont assassiné Rabin, qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ceux qui ont assassiné Rabin en 1995 sont aujourd'hui au pouvoir. Donc le Hamas aussi a contribué, mais dès qu'on le critique, le gouvernement israélien, on est supposé être partisan du Hamas ou du Hezbollah. Ça n'a pas de sens. Et donc, effectivement, il y a de nombreux militants qui ont été mis en examen pour apologie du terrorisme. Les affaires se sont dégonflées, mais c'est quand même très gênant d'être mis en examen, c'est quand même très perturbant. Par contre, il y a des gens qui font l'apologie du crime de guerre, y compris dans des médias, et qui n'ont jamais été inquiétés. Donc en parallèle, vous consacrez un chapitre entier aussi sur l'islamophobie. On le disait, l'islamophobie rampante dans la société est revenue tristement dans le débat après la mort d'Abou Bakr Sissé tué dans une mosquée. Ces relents et ce négationnisme du massacre des Palestiniens, c'est une forme aussi d'islamophobie lointaine, à la fois dans les discours qu'on entend. C'est les propos de Minute en 67, effectivement, l'ennemi commun. Et donc, effectivement, il y a une façon, la stigmatisation des musulmans est aussi une façon d'importer le conflit. On reproche à ceux qui critiquent l'action israélienne d'importer le conflit. Ils font que émettre des principes généraux du respect du droit humanitaire, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais tous ceux qui stigmatisent H24 les musulmans en les présentant comme un ennemi intérieur, comme une sorte de groupe qui voudrait prendre le contrôle, qui voudrait en fait soumettre les dirigeants, c'est une façon, et on voit très bien d'ailleurs qu'il y a un combo qui est quand même assez net, les gens qui, au nom de la laïcité, parce que si vous dites que vous n'aimez pas les Arabes, vous serez condamné pour racisme. Si vous dites que vous avez quand même, vous êtes très laïque et que votre ultra-laïcité vous rend un peu sensible à la question de l'islam qui veut mettre en cause la laïcité, vous passez sous les radars. Et donc c'est une façon en fait de réinventer le racisme en passant sous les radars du racisme. Et on voit d'ailleurs très rapidement que tous ceux qui ont cette vision d'une laïcité intransigeante, en fait d'une laïcité tournée contre l'islam, sont également généralement les plus chauds supporters de Netanyahou. Alors, à travers l'exemple de Gaza, votre livre invite aussi un peu à repenser l'idée du droit international, peut-être l'espoir
pour les Palestiniens. Est-ce que le droit international a encore un sens aujourd'hui? On attend toujours l'avancée des enquêtes à la fois de la Cour internationale de justice, mais aussi de la Cour pénale internationale qui a lancé des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens. Est-ce qu'on peut croire encore en cette justice internationale? Force est de reconnaître, et j'en suis le premier mari, qu'il est piétiné. On a bâti très lentement le droit international qui a été une conquête de l'humanité pour limiter le niveau de violence dans les relations interétatiques et dans les relations aussi interpersonnelles. Les sociétés étaient de moins en moins violentes du fait de l'encadrement des sociétés, aussi bien dans les sociétés internes. On a quitté la loi du talion, on a quitté la vengeance pour mettre le droit. Et au niveau international, on a encadré le recours à la force et on a interdit certaines pratiques dans la guerre. La guerre est interdite, mais une fois que la guerre est déclenchée, il y a des choses qui sont interdites, notamment s'en prendre des civils. Et on voit bien là que le droit international est complètement foulé aux pieds. Il y a un recul énorme, alors qu'on avait, il y a eu beaucoup de progrès du droit international après les conflits pour se dire plus jamais ça. Et le droit humanitaire a été en grande partie très développé après la Seconde Guerre mondiale pour éviter les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on voit qu'on redévale la pente à l'envers et que le droit international est piétiné en toute impunité et qu'il est déchiré, que plus rien ne sert à rien et que les mêmes pays qui se félicitaient de la création de la Cour pénale internationale comme étant un progrès pour la défense des valeurs universelles sont les mêmes à se dire « Ah, mais à partir du moment où Netanyahou peut voir un mandat d'arrêt être émis contre lui, c'est plus tout à fait du droit international. » Donc le droit international, ça va quand c'est pour les Africains ou pour Poutine, qui est l'adversaire du monde occidental. Mais quand ça concerne nos amis, nos alliés, là, on est moins d'accord. Donc c'est plus du droit. C'est de la géométrie variable, c'est du coup par coup, et c'est uniquement le rapport de force. Le droit cède de plus en plus à la force. Pascal Boniface, est-ce que vous arrivez encore à exercer votre activité de chercheur avec les positions que vous prenez? Est-ce que vous arrivez pleinement à exercer votre position de chercheur? On parlait de la censure des voix pro-palestiniennes. Cette censure vous touche aussi? Oui, bien sûr. Il y a de nombreux médias où je suis interdit. BFM, Radio France, Le Monde, Libération. Enfin, bon, la liste est longue de gens qui, depuis longtemps... Alors, ça tient à la fois, d'ailleurs, à mes propos sur la Palestine que ma critique de certains intellectuels médiatiques dans mon livre, L'intellectuel faussaire, qui a été un peu le dernier clou dans mon cercueil médiatique. Alors, ceci étant, je dirais que oui, je peux continuer à exercer mon métier de chercheur de façon moins visible, mais je peux exercer mon métier. Donc, vous faites le choix de, quand vous êtes interviewé, soit vous allez dire ce que les gens veulent que vous disiez, et vous serez réinvité, et donc dans les médias mainstream, soit vous dites ce que vous pensez, et des fois vous serez réinvité, des fois vous ne le serez plus. Heureusement, les réseaux sociaux, heureusement, les médias alternatifs comme le vôtre existent, et il n'y a plus de monopole des médias centraux sur l'information qu'auparavant. En 2001, j'avais été attaqué de façon assez sournoise par l'Express. Je ne pouvais pas répondre. Aujourd'hui, si l'Express m'attaque de façon sournoise, je peux répondre sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, la bataille n'est pas perdue. Mais après, vous choisissez. Je peux continuer à exercer mon métier de chercheur. Je sais que le prix à payer, c'est une moins grande exposition. C'est un prix qui est assez bénin à payer pour pouvoir se regarder dans la glace. Eh bien, merci beaucoup d'être venu dire ce que vous aviez à dire, Pascal Boniface, à la faveur de ce livre, donc, Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme et Asbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Et merci à vous de nous avoir regardés sur le canal 165 de la Freebox, sur la chaîne YouTube du média ou sur notre site internet lemediatv.fr. On rappelle que le média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.